Je vais profiter pour te présenter, Mathieu, pendant que Ouais, je t'en voilà, prie, je t'en prie. tu Non, non, je t'installes. suis arrivé. Donc, Mathieu Cassotti, qui est du laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant à l'université Paris-Cité, professeur en psychologie du développement. Et donc, il me semble que on va parler d'une sortie toute récente de ton livre C'est pas moi, c'est mon cerveau. Eh ben oui, je suis venu vous parler de mon livre, je suis venu vous parler un petit peu plus des adolescents. Alors je vous remercie déjà pour l'invitation. Je suis désolé de pas pouvoir le faire en présentiel et de pas avoir pu venir à Grenoble ce matin, mais je suis ravi de pouvoir le faire. Normalement c'est 1 heure, c'est ça, si j'ai bien compris. J'essaye de gérer moi-même le temps et de m'autoréguler, ce qui est pas toujours très facile. Euh, Mhm. donc 1 heure, mais par contre ça intègre les questions. On est d'accord? Exactement, c'est ça. Ok, donc il faut que je fasse moins d'1 heure. Voilà, très bien. Mais ne t'occupe pas de ça, Non, je suis non, maître t'inquiète du pas. Non, mais temps et puis je te ferai un petit signe. c'est parfait. C'est juste que j'ai une fâcheuse habitude de jamais aller au bout des PowerPoint que j'ai prévus parce que je passe beaucoup de temps sur mes slides et pourtant j'ai essayé de faire les choses les plus épurées du monde pour aujourd'hui, cette présentation. C'est vrai que quand on parle un petit peu des adolescents, et c'est un peu le point de départ de ce livre, généralement quand on parle des adolescents, on parle rarement des adolescents du bon côté. C'est-à-dire que on connaît les adolescents sous l'angle de leur prise de risque, sous l'angle en fait de leurs difficultés, de leur vulnérabilité. On sait que c'est une période qui est une période de transition assez particulière entre l'enfance et l'âge adulte. Et quand on prend le point de vue des adultes, on a tendance à pas très bien comprendre ce qui se passe dans la tête des adolescents. Mais c'est réciproque, c'est-à-dire que les adolescents ils comprennent pas complètement non plus ce qui se passe dans leur tête et quels sont les moteurs de leur changement parce que il se trouve que même s'ils ont beaucoup de cours de biologie, même si ils entendent parler d'énormément de choses, ils entendent très peu parler en fait de leur cerveau et de comment il fonctionne et des spécificités qu'il peut y avoir à cette période-là. Alors si on rajoute que la psychologie s'est quand même beaucoup intéressée à l'adolescence sous l'angle du développement des psychopathologies. Et c'est vrai que l'entrée dans la puberté va avoir un certain nombre de conséquences chez certains qui sont difficiles. Prise de risque, regard un petit peu de haut des adultes, on se rend compte que l'adolescence c'est pas forcément la période la plus agréable ou en tout cas celle pour laquelle on a le regard le plus bienveillant. Et je rajoute aujourd'hui que si vous demandez aux enfants de définir ce qu'est un adolescent, ils vont vous dire c'est quelqu'un qui a un téléphone tout le temps. Donc en plus on les réduit à des choses qui sont pas forcément positives. Ça, c'est vrai qu'il y a toute une littérature en psychologie qui a vu l'adolescence sous cet angle-là. Et nous, on a essayé avec mon collègue Grégoire Borst d'essayer de penser le problème un petit peu différemment et de se dire, est-ce qu'on serait pas au fond biaisé dans la façon dont on perçoit l'adolescence à aller rechercher toujours là où ça passe pas, là où c'est difficile, là où il y a des difficultés, et pas regarder comment certaines spécificités du cerveau des adolescents pourraient au contraire être un avantage. Et essayer de se poser la question de savoir si c'est pas un biais de génération qu'on a aussi, puisqu'on a toujours ce biais de génération qui existe, hein, c'est-à-dire que et puis alors moi, j'ai 40 ans donc je m'en rends compte aujourd'hui de le dire assez souvent à mes enfants même si j'essaye de m'inhiber et de dire non tu ne peux pas leur dire ça. Il se trouve qu'on a tendance à considérer que les générations d'après la nôtre est toujours moins bien que la nôtre. Les générations d'après sont toujours moins bien. Ah bah de mon temps, on était meilleur au bac, c'était plus compliqué, c'était machin. On est toujours mieux avant qu'après. Mais nos grands-parents disaient ça aussi de nous. Et donc, on a ce petit biais-là. Et je pense que sur le plan de la recherche, on a aussi un biais de pas avoir suffisamment travaillé sur les conséquences positives que pourrait avoir l'adolescence, parce que c'est aussi une période très particulière notamment, mais c'est qu'un exemple, hein. C'est-à-dire qu'on a pu voir en fait des adolescents s'engager et vouloir s'engager particulièrement pour des causes. C'est vrai que tout ce qui va être injustice sociale est quelque chose qui les marque vraiment et qui leur donne envie de faire des choses particulières. C'est vrai pour le climat, c'est vrai plus largement. Et encore une fois, même quand ils s'engagent, même quand ils essayent de dire attention les adultes, ce que vous faites, ça ne nous correspond pas, on voudrait faire autre chose. Toujours de notre regard d'adulte, on va revenir sur oui, vous n'avez pas autre chose à faire, allez au lycée, faites autre chose, c'est pas ce que vous devez faire, etc. On a toujours quelque chose de négatif à dire sur leur engagement plutôt que d'essayer de les soutenir dans ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place et de faire. Et donc, le point de départ, en tout cas, du livre qu'on a écrit, c'était à la fois un livre de vulgarisation, mais pas pour les adultes,
pour les adolescents, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux leur fonctionnement, pour qu'ils puissent, à partir de cette compréhension, soit faire en sorte de changer un certain nombre de comportements, soit au contraire de se sentir légitime de pouvoir essayer de faire quelque chose et d'essayer de le changer. Parce que oui, en fait, le cerveau des adolescents, c'est pas exactement le cerveau des adultes. Alors bien sûr, il a la même forme, bien sûr, il a plein de points communs avec celui des adultes, mais il est en développement. Et ça, je le dis assez souvent parce que c'est vrai que, y compris sur des thématiques de prise de drogue ou de stupéfiants, ça n'a pas le même impact derrière sur un cerveau en développement que sur celui d'un cerveau des adultes. Et donc, comme il y a beaucoup de fake news sur ce qui se passe sur ces choses-là, effectivement, le cerveau des adolescents n'est pas encore celui des cerveaux des adultes. Et quand je dis cette période de l'adolescence, ça va pouvoir s'échelonner jusqu'à 25 ans. Donc, même quand on est un adulte véritablement au sens de la loi, avec tout ce que ça implique, on n'a pas encore le cerveau parfaitement mature. Et là, je dis pas mature uniquement sous l'angle d'une maturation biologique génétique. Bien évidemment, l'environnement a un rôle clé dans cette maturation et c'est toujours une interaction avec l'environnement. Mais cette fenêtre de plasticité particulière qu'est l'adolescence, elle n'est pas encore complètement terminée, y compris jusqu'à 25 ans. Donc, ça ne veut pas dire que à 22 ans ou à 23 ans, vous êtes au même niveau que le début de l'adolescence à 12 ans. Bien évidemment que c'est différent. Donc, c'est une période extrêmement large qui a des changements qui vont perdurer assez tardivement, et c'est une période avec beaucoup de différences interindividuelles. C'est-à-dire que on va pas avoir, ne serait-ce que sur le plan de la puberté, par exemple, vous avez des départs de puberté qui sont très variables d'un individu à l'autre et d'un genre à l'autre. Donc vraiment, on va avoir une vraie difficulté à caractériser l'adolescence comme un tout uni. Il faut prendre en compte l'âge, mais ça suffit pas. Le développement pubertaire, mais ça suffit pas. Donc c'est une période assez complexe. Il va se passer beaucoup de choses, et c'est aussi une autre raison pour laquelle cette période a été moins étudiée par la recherche, ou en tout cas la recherche en psychologie expérimentale. Elle l'est depuis une vingtaine d'années par les neurosciences, et c'est pour ça qu'on a pu avoir par contre là beaucoup d'informations sur le développement cérébral. Parce que oui, en fait, le cerveau des adolescents, mais comme celui des enfants, il n'est pas comme celui des adultes. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il y avait une maturation progressive en fait du cerveau et qu'elle se faisait pas de la même manière dans toutes les régions cérébrales. Il va y avoir certaines régions cérébrales qui vont être matures plus précocement que d'autres régions cérébrales. Et c'est assez logique d'une certaine manière. Et c'est une des découvertes en fait de ces 20 dernières années qu'on doit à l'équipe de Betty Jo Casey, c'est que les régions impliquées dans la réactivité émotionnelle vont être matures beaucoup plus rapidement que les régions cérébrales qui sont impliquées dans la régulation et dans le contrôle. Et comme par hasard, mais c'est ce qui permet d'expliquer la spécificité de l'adolescence, c'est vraiment à cette période de l'adolescence où on va avoir une maturation fonctionnelle des systèmes de la réactivité émotionnelle, mais pas encore celle du contrôle. Alors, je caricature un peu parce qu'il faut toujours apporter quand même de la nuance, même si je vulgarise un certain nombre de travaux. Essayons de garder un petit peu de nuance. C'est bien évidemment une vision simplifiée du développement de l'adolescence, cette opposition entre la réactivité émotionnelle et le contrôle. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et surtout, c'est pas parce que vous avez des régions préfrontales qui vont être matures à l'âge adulte que vous êtes des espèces de maître Yoda du contrôle et de la sagesse, et que tous les adultes sont parfaitement sages, parfaitement capables de se réguler et de se contrôler. Parce que le contrôle, qui est sous-tendu en partie par les régions préfrontales qui vont maturer plus tardivement pendant l'adolescence, c'est pas juste un contrôle je contrôle, je supprime en fait et je suis capable de supprimer des stratégies. C'est pas que ça, c'est aussi un apprentissage sur ma capacité à mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle qui sont adaptées et qui sont efficaces. Et mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle qui sont adaptées et qui sont efficaces, ça fait partie en fait des apprentissages, mais des apprentissages qui vont se faire pas uniquement sur l'expérience de l'adolescent avec son environnement, mais bien aussi d'une forme de régulation sociale de ses émotions ou d'une explicitation de ces stratégies de régulation émotionnelle. Donc il y a un vrai travail en fait de l'environnement sur cette capacité à développer une forme d'autorégulation qu'on pourrait voir sans cet aspect émotionnel, mais qui est essentiel pour l'adolescence sur cette composante émotionnelle. Et donc ça s'apprend tout ça, cette autorégulation, et
là, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est très peu enseigné de façon explicite aux adolescents à partir de cet âge-là. Donc, le modèle en fait de neurosciences, il nous permet de dire, OK, les adolescents, ils sont différents des enfants, ils sont différents des adultes, et on peut l'expliquer parce que en fait, il y a une opposition entre deux systèmes, deux réseaux cérébraux qui sont pas matures en même moment. Il va y avoir un décalage de maturation. Mais ça, c'est une explication très neuro. Le psychologue que je suis rajouterait que cette maturation, elle peut se faire uniquement dans un environnement où on va favoriser l'apprentissage de stratégies de régulation émotionnelle. Et donc, il y a un vrai enjeu, au-delà l'enjeu n'est pas de mettre de côté les émotions, mais de bien pouvoir apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec ces émotions, c'est à minima être capable de les verbaliser et de pouvoir expliciter, les décrire, mais aussi être capable de mettre en œuvre des stratégies efficaces. Et ça, c'est très compliqué si on n'a pas à un moment donné quelqu'un qui en parle et qui en discute. Et donc ça, c'est une des limites aujourd'hui qu'on peut avoir sur ce qui se passe chez les adolescents. Mais je divague. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a ces modèles qui font qu'on a une hypersensibilité émotionnelle. Ça ne veut pas dire que tous les adolescents, comme vous voyez, ils sont hypersensibles d'un point de vue émotionnel. Là aussi, il y a des différences interindividuelles, mais on va la retrouver globalement, cette hypersensibilité, dans plusieurs recherches qu'on va avoir derrière. Après, c'est toujours ce gap qu'il y a entre les recherches qui sont faites en neurosciences et ce qui se passe dans la vie de tous les jours, où on a des interactions sociales, où on a un contexte particulier, où les émotions qu'on peut avoir peuvent être assez intenses. Ce qui a été étudié en neurosciences sur la réactivité émotionnelle, c'est dans un contexte assez minimaliste, puisqu'on a regardé en fait ce qui se passait dans le cerveau des adolescents lorsqu'ils répondaient à un stimulus positif, et là en l'occurrence c'était des visages qui expriment de la joie. Alors, il y a un vrai message d'espoir, je trouve, dans ce genre d'études, c'est-à-dire que les visages qui expriment de la joie, en fait, ils déclenchent automatiquement un comportement d'approche et ils activent, en fait, des réseaux cérébraux qui sont le réseau cérébral du réseau de la récompense. On va retrouver des activations au niveau du striatum, on va retrouver des activations au niveau du noyau accumbens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de sourire à quelqu'un déclenche la désactivation dans un réseau très proche de celui que vous pourriez avoir si vous lui donniez de l'argent, ou même qu'on peut retrouver dans certaines drogues, c'est-à-dire qu'on va activer le réseau de récompense avec un sourire. Alors comme je fais beaucoup de conférences à Paris, c'est peut-être pas vrai à Grenoble, je suis obligé d'apporter une petite nuance à ce que je dis. C'est vrai, sauf dans le métro parisien. Parce que dans le métro parisien, s'il y a quelqu'un qui vous sourit comme ça, spontanément, ça peut déclencher au contraire des comportements d'évitement et il peut y avoir une vraie forme sociale pertinente d'essayer d'éviter la personne qui vous sourit. Mais partout dans le reste du monde, si les gens vous sourient, vous avez plutôt tendance à déclencher un comportement d'approche et à activer le réseau de la récompense. Je ferme cette petite parenthèse. Ce qu'ils ont montré en fait dans cette étude, hein, c'est que je rentre pas dans le détail de l'étude, c'est que non seulement va y avoir une activation plus importante que les enfants et que les adultes chez les adolescents au niveau des structures du réseau de la récompense. Donc, on va retrouver lorsqu'ils ont spécifiquement ces visages qui expriment de la joie. On leur demande, c'est une tâche de gonogo, donc on leur demande d'appuyer lorsqu'ils voient un visage neutre et de ne pas appuyer lorsqu'ils voient un visage qui exprime une émotion positive. Et comme on a beaucoup plus d'essais go que d'essais no-go, en fait, ça devient plus difficile et donc ils font des fausses alarmes, ils font des erreurs. Donc on regarde et on regarde en fait le nombre de fois où ils n'ont pas réussi à se contrôler et donc ils ont appuyé alors qu'ils ne devaient pas le faire. Ça, c'est du détail expérimental. On se rend compte en fait qu'il y a des activations plus importantes au niveau des structures du réseau de la récompense chez les adolescents par rapport aux enfants et par rapport aux adultes. Et dans le même temps, donc ça va complètement dans le sens effectivement qu'il y a cette hypersensibilité émotionnelle. Et d'ailleurs, on a pu le reproduire à différents niveaux, hein, y compris en longitudinal. C'est-à-dire que quand vous regardez les structures qui sont impliquées dans les émotions et que vous suivez en longitudinal chez les adolescents les activations, on a une augmentation de l'activation de ces réseaux-là pendant l'adolescence. Et dans le même temps, on va avoir le cortex préfrontal qui, lui, va être pas suffisamment mature. Et donc, on va se retrouver avec des activations plus faibles au niveau du cortex préfrontal et donc une difficulté à contrôler ces choses-là. Ce qui explique pourquoi c'est les deux en même temps, c'est-à-dire cette hypersensibilité, cette difficulté à se contrôler, qui va conduire effectivement à des comportements spécifiques à l'adolescence. Est-ce que c'est vrai de toutes les émotions? Est-ce que les adolescents sont toujours hypersensibles aux émotions? Attention, là, faut être un peu prudent. C'est pas vrai pour toutes les émotions. Ou en tout cas, c'est une des difficultés des recherches en neurosciences. On a beaucoup travaillé sur la joie, la peur,
Et donc pour ces deux émotions, ça marche très bien. D'une manière générale, on travaille beaucoup sur joie, peur, colère, tristesse, ce qu'on appelait les émotions primaires. Aujourd'hui, on se rend compte que à l'adolescence, c'est un tout petit peu plus complexe, c'est qu'il y a d'autres émotions en fait qui rentrent en ligne de compte et qui mériteraient un petit peu plus d'attention, en particulier des émotions sociales, la honte par exemple. Mais on a aussi des émotions comme la culpabilité ou comme la jalousie, des choses qui apparaissent dès lors qu'on a un contexte particulier ou une comparaison cognitive qui est effectuée. Vous pouvez pas avoir honte si vous n'avez pas de contexte social, en fait. S'il n'y a pas autrui, la honte n'existe pas. Bon, c'est le cas aussi, par exemple, du regret et du soulagement, qui sont deux émotions très impliquées dans la prise de risque. Et on s'est rendu compte, avec ma collègue Marianne Habib, que les adolescents, en fait, avaient pas une hypersensibilité au regret, mais au contraire, ils avaient tendance à ressentir moins de regrets que les autres et même à anticiper moins le regret que les autres. Alors ça, c'est un peu ennuyeux parce que le regret en psychologie, il a une définition. Hein. Il est fondé sur un raisonnement contrefactuel et le regret, c'est la différence entre ce que vous avez obtenu en prenant une décision et ce que vous auriez pu obtenir si vous avez fait un autre choix. Donc si on se retrouve dans c'est pas juste je suis dégoûté d'avoir obtenu quelque chose. Non, vous pouvez être très content. Voilà, vous avez gagné 10 euros, vous pouvez être très content. Sauf que si vous attendiez, si vous aviez choisi différemment et que vous auriez pu gagner 100, eh ben c'est ça le regret. C'est cette petite différence que vous allez avoir entre les deux, entre ce que vous avez obtenu et ce que vous auriez pu obtenir si vous aviez choisi différemment. J'ai montré le métro parisien toujours pour illustrer et ancrer par rapport au métro parisien. C'est parce que c'est vraiment une émotion qu'on peut ressentir et qu'on peut anticiper, qui permet en fait de réduire la prise de risque d'ailleurs. Dans le métro, c'est typiquement la situation où on vous dit nous nous arrêtons pour une durée indéterminée suite à quelque chose ou une panne technique. Et ce indéterminé va faire que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Si on vous dit 5, 10 minutes, vous savez, et vous dites, OK, j'attends pas, je vais repartir, c'est une bonne chose. Mais comme c'est une panne indéterminée, vous êtes dans le métro et vous vous dites, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Mais c'est pas juste, je ressens, je suis déçu parce que le métro s'est arrêté. C'est que si je pars, je me mets à me projeter, à me dire, OK, je vais m'embêter à essayer de trouver un autre moyen en fait de circuler, un autre endroit où aller. Ça va être plus coûteux. Et le problème, c'est pas uniquement d'avoir ce coût-là, c'est de se dire, mais et si le métro repart dans quelques minutes alors que moi j'ai quitté le métro? Et il est là le regret. C'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pris une décision et je me dis, si j'avais pris une autre décision, j'aurais obtenu quelque chose de meilleur. Eh ben, les adolescents, ça on l'a montré dans une série d'études avec Marianne Habib, ressentent moins de regrets que les adultes, et pas parce qu'ils sont pas capables de faire le raisonnement contrefactuel, mais simplement parce que c'est une émotion qui est sous-tendue par le cortex préfrontal. Oui, on n'est pas dans cette opposition binaire entre cortex préfrontal et réseau limbique ou impliqué dans la récompense. Il y a aussi des émotions qui impliquent le cortex préfrontal et qui va être mature beaucoup plus tardivement. Et les adolescents vont ressentir moins de regrets. Je peux pas vous faire le catalogue de toutes les émotions, parce qu'en fait, il y a pas, il y a eu beaucoup d'études sur les émotions primaires, beaucoup moins sur des émotions complexes ou sur des émotions sociales à l'adolescence. Mais effectivement, on va avoir des émotions qui vont soit être hyperactives, soit d'autres un petit peu moins. Et cette réactivité émotionnelle, en plus, va être fortement modulée par le contexte social dans lequel on est. C'est pas la même chose de ressentir du regret quand c'est vous qui avez pris la décision et que vous voyez que si vous aviez choisi autrement, ça pourrait être mieux, que de se dire, OK, j'ai pris une décision et je vois mon camarade qui est en train de prendre une autre décision et ce qu'il va faire, en fait, est mieux que ce que j'ai obtenu. Et donc, cette comparaison sociale va, chez l'adulte, renforcer le sentiment de regret. Chez l'adolescent, c'est un petit peu plus compliqué parce que lui, il va mettre en place des mécanismes de compensation, enfin de régulation en fait de cette émotion qui sont moins utilisés chez les adultes, mais qui va consister à une espèce de déni en fait pour eux. De toute façon, je m'en fous, c'est pas grave. Alors ça, chez les adolescents, c'est une stratégie de régulation qu'on a souvent. Quand ils commencent à vous dire je m'en fous, j'en voulais pas ou c'était pas important, c'est pas que c'était pas important, c'est pas ce que vous devez comprendre là-dedans. C'est qu'il essaye de réguler en fait l'affect négatif qu'il a reçu, et on se retrouve dans ce genre de situation avec le regret social.
Ça, je le dis souvent parce que je l'entends aussi très souvent dans l'autre sens. On me dit souvent, oui, mais les adolescents ne savent pas penser, ne savent pas réfléchir ou ne savent plus réfléchir parce on pense que les adolescents d'avant le faisaient mieux que les adolescents d'aujourd'hui. Et donc, non, en fait, les adolescents sont pas des crétins. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'interaction avec les adolescents si difficile, c'est que cette fois-ci, ils peuvent argumenter. Ils ont leur propre point de vue. Ils sont capables de raisonner. Ils sont même capables de pointer des choses qui, dans notre raisonnement, ne sont pas parfaitement cohérents, où on finit par redire non, l'autorité c'est nous, je t'ai dit c'est comme ça, point, j'ai pas à justifier. Donc non, les adolescents ne sont pas des crétins, et pire que ça, nous ne sommes pas des génies non plus, loin de là. Et les adultes en matière de raisonnement, et on le voit très bien aujourd'hui avec la désinformation, avec le complotisme et notre capacité à raisonner de façon logique, notre capacité à comprendre la science, et je ne fais aucun commentaire sur notre nouveau ministre de la Recherche, mais notre capacité à comprendre les résultats de la science et à les utiliser à bon escient sont quand même assez limités. Sont très limités et cognitivement, nous avons un ensemble de biais de raisonnement. Donc, les adolescents ne sont pas des crétins, mais nous, on est beaucoup moins malins qu'on ne le pense. Et on a, y compris quand ça requiert des compétences logiques de base, une certaine difficulté parfois à pouvoir aboutir à des solutions rationnelles. Alors, cet exemple-là, je le fais jamais en visio. En tout cas, j'essaie de pas le faire du tout en visio parce que pédagogiquement, ça a un effet assez négatif. Parce que en fait, généralement dans mon cours, il y a toujours des gens qui, pendant l'heure du cours, ne vont plus du tout écouter ce que je dis, mais vont être convaincus que j'ai tort sur la solution. Donc, on va partir du principe que j'ai raison et que ce petit problème arithmétique est juste là pour vous montrer en fait la difficulté, y compris avec des choses assez simples, à pouvoir raisonner de manière logique, mais j'aurais pu vous donner. Il y a des gens qui ont eu des prix Nobel. Daniel Kahneman a eu son prix Nobel comme ça. Il y a énormément en fait de littérature qui montre que nous dévions systématiquement des normes logiques, y compris à l'âge adulte, et que d'un point de vue développemental, parce que je suis un développementaliste, c'est une incompétence tardive. C'est-à-dire qu'on devrait plus faire ce genre d'erreur si nous avions un esprit rationnel. Je ne dis pas que les adolescents sont meilleurs que nous, je dis juste que ils sont au moins aussi bons que nous. À partir de l'âge de 15 ans, ils réussissent aussi bien ce type de biais, enfin ce type de tâches que nous. Et j'aurais plutôt envie de dire, ils réussissent aussi mal que nous. Donc vous achetez un cheval 50 euros, vous le revendez 60. Une semaine après, vous rachetez ce même cheval 70, puis vous le revendez 80. Généralement, je demande à l'Assemblée de donner les réponses. Là, je suis un peu, c'est un peu plus compliqué de le faire, mais généralement, j'ai trois types de réponses, dont une, je n'ai toujours pas compris, je vous avoue. La première réponse que j'ai, c'est 10 euros. J'en ai pas mal qui me proposent 10 euros. J'en ai quelques-uns qui me proposent 20 euros. Et j'en ai certains aussi qui me proposent 0 euros. Alors déjà, d'avoir trois types de réponses comme ça chez des adultes, alors même que vous en conviendrez, je vous ai pas demandé une équation complexe, hein. On reste vous êtes capable de faire des additions et soustractions. C'est plutôt correct. C'est déjà assez surprenant. Alors le zéro, je vous le dis, je ne comprends pas du tout. Pour moi, le zéro est une interprétation de ça me saoule de travailler, ça me saoule de faire ce calcul. Je préfère que tu gardes l'argent. Donc je dis zéro pour que vous gardez l'argent. Le 10, je le comprends en réalité parce que ce qui est fait comme raisonnement, et c'est là le piège possible, c'est que la première fois, on est d'accord, 60, vous le revendez 50, vous le revendez 60, alors vous achetez 50, vous gagnez 10. Mais vous dites, la semaine d'après, je leur achète 70, donc je perds 10. Et ensuite, je regagne 10. Donc vous faites 10 moins 10 plus 10 égale 10. En fait, c'est pas du tout ça la bonne réponse. La bonne réponse est évidemment 20 euros. Et essayez de séparer, essayez d'imaginer que ce sont deux chevaux différents. Le premier cheval, vous avez gagné 10. Le deuxième cheval, si vous l'avez acheté 70 et que vous le revendez 80, vous avez aussi gagné 10. 10 plus 10 égale. Bon, je vous laisse avec votre introspection de ce problème-là, mais c'est juste pour vous illustrer que les adolescents, ils sont plus malins, et ils sont capables de raisonner, et je vous assure que sur beaucoup de tâches de raisonnement, ils ont soit des performances similaires aux nôtres, soit des performances meilleures que les nôtres, en particulier sur certaines compétences arithmétiques, aussi parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude de le faire à l'école que nous, ce qu'on peut avoir derrière. Quand je dis les adolescents, c'est
Il y a sur plein de domaines, vous allez trouver qu'à partir de 10-12 ans, en fait, ils ont les mêmes performances en fait que les adultes, en particulier en matière de prise de décision, de capacité à prendre en compte les probabilités et les conséquences, ils sont aussi bons que les adultes. Quand je dis aussi bons, ça ne veut pas dire que ce sont des êtres parfaitement rationnels, mais ils n'ont pas plus de biais ou de difficultés que ce que font les adultes. Sur certaines tâches, on voit encore une évolution à l'adolescence, mais on a vraiment un plateau qu'on atteint vers l'âge de 15 ans. Et pour les plus anciens d'entre nous, à partir de 50-60 ans, on va pouvoir voir même qu'on va redescendre en dessous du niveau des adolescents. C'est peut-être pour ça que les personnes âgées sont ceux qui partagent le plus de fausses informations sur les réseaux sociaux. En particulier Facebook et Twitter, qui sont les deux endroits où il y a le plus de personnes âgées. Les adolescents, pour un certain nombre de compétences, vont avoir des facilités sur ces choses-là. Dans le domaine de la prise de décision, on l'a aussi montré avec une petite nuance. En fait, les adolescents s'en sortent beaucoup mieux quand ils ont toutes les informations pour décider. Là, c'est une tâche assez simple, hein. On essaye de mimer en fait la prise de risque chez les adolescents. Donc, comme on peut pas leur faire boire de l'alcool ou leur faire faire des choses dangereuses pour eux, on leur fait gonfler des ballons. Ils gonflent des ballons. Plus ils gonflent des ballons, plus ils gagnent de points. Si le ballon par contre explose, ils ont perdu tous les points. Donc, à tout moment, ils ont la possibilité en fait de s'arrêter et de décider en fait de sauvegarder en fait leur argent dans une cagnotte. Ça nous permet de voir pas uniquement est-ce que je prends un risque, mais jusqu'à quel moment en fait je vais décider en fait de m'engager dans un comportement à risque. Ce qui est un peu l'équivalent de voilà, c'est pas juste je prends une bière ou un verre, c'est jusqu'à où je vais aller dans ma consommation derrière. Bon, on leur avait donné une information sur la résistance du ballon, donc soit on leur donnait cette information, soit on leur donnait pas. La plupart du temps, en fait, on est dans des situations de la vie de tous les jours où on n'a pas l'information pour pouvoir décider. Les situations où on vous donne les probabilités de chacune des décisions, c'est plus des situations de laboratoire ou d'économistes, parce que c'est rare que vous ayez tous les chiffres pour pouvoir décider de savoir c'est quoi la probabilité si vous prenez votre voiture en ayant bu un verre d'avoir un accident derrière. La seule chose que vous avez, la seule élément que vous avez accès, c'est plutôt une représentation assez catégorielle en fait du risque. C'est est-ce que c'est risqué ou est-ce que c'est pas risqué. Prendre prendre la voiture alors que vous avez bu de l'alcool, pour un certain nombre d'entre vous, c'est dangereux, c'est risqué. Même si vous prenez pas la probabilité exacte d'avoir un accident derrière. Bref. Ici, en fait, dans un cas, ils avaient l'information, dans l'autre cas, ils n'avaient pas l'information sur les choses. Quand vous prenez les adultes, qu'ils aient l'information ou qu'ils aient pas l'information, en fait, ils sont capables de l'extraire de l'environnement et d'apprendre derrière de leurs erreurs, mais aussi de leurs réussites. Et ils se comportent à la fin du jeu de la même manière que si ils avaient eu l'information. Les adolescents, c'est pas le cas. Quand ils ont toutes les informations, ils se comportent comme les adultes. Quand ils n'ont pas cette information sur le niveau de risque et qu'ils doivent l'extraire en fait de l'environnement, l'apprendre au fur et à mesure du jeu, ils ont beaucoup plus de difficultés. Et ça, c'est quelque chose en fait que ne dit pas le modèle de Kazet, c'est que les adolescents, c'est pas uniquement une question de contrôle, c'est aussi, parce qu'ils sont pas des preneurs de risques complètement fous, c'est aussi parfois une capacité à apprendre des feedbacks qu'ils vont avoir de leur environnement, positifs et négatifs. Et donc là, c'est plus difficile que chez les adultes. Cette capacité à apprendre comme ça de l'environnement, ça a été reproduit d'un point de vue développemental à l'issue des travaux, en particulier d'Antonio Damasio. Et là, c'est un exemple en fait qui s'inscrit complètement dans cette continuité. Je regrette qu'on n'ait pas fait plus de travaux sur pourquoi, qu'est-ce qui leur manque vraiment dans ce processus d'apprentissage et comment on pourrait les aider. Parce qu'ils ressentent des émotions, ils sont aussi, au contraire, quand ils jouent à ce jeu tout de suite, il y a vraiment une réponse émotionnelle qui est très très forte, mais c'est plutôt dans l'intégration de cette réponse émotionnelle pour guider le procès, enfin la décision future que c'est plus difficile chez les adolescents. Et donc là aussi, pédagogiquement, il y a certainement un enjeu à travailler, pas uniquement sur leur ressenti, mais comment on peut utiliser ça pour pouvoir guider les prises de décision futures des adolescents. Alors, les adolescents, ce ne sont pas non plus des moutons. Attends, j'ai pas dit que les adolescents étaient pas influençables.
J'ai pas dit que les adolescents n'étaient pas influencés, même par leurs camarades. Je dis juste que ce ne sont pas des moutons. Ou, pour être plus exact, ce ne sont pas davantage des moutons que nous le sommes nous en tant qu'adultes. Parce que on le sait, et là, il suffit d'ouvrir un livre de psychologie sociale pour voir à quel point nous sommes sensibles au conformisme social. Et nous sommes sensibles au conformisme social, y compris dans des situations où notre outil cognitif nous permet de voir parfaitement que ce n'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on est sensible au-delà de ce qu'on devrait l'être euh, lorsque on a une information sociale. Donc les adultes sont sensibles au conformisme social, les adolescents aussi, mais c'est pas si clair que ça. Il y a un peu plus de débat dans la littérature sur cette question-là. Ces travaux-là sont des travaux de H en psychosocial. Ça fait vraiment partie des travaux fondateurs de la psychologie sociale, ou en tout cas d'une forme de psychologie sociale. C'est un classique. On ne peut pas faire de la psychologie sociale sans entendre parler à un moment donné des travaux de H. Mais c'est juste pour vous illustrer que quand on a effectivement un groupe d'individus qui nous donne une indication, on a une tendance à prendre en compte cette indication et la suivre, y compris dans des situations où on n'est pas dans l'incertitude. C'est-à-dire que, y compris quand on est certain de la bonne réponse, et vous avez là une illustration de la tâche de H qui était quand même assez simple, où il devait trouver si la barre de gauche, en fait, quelle était la barre de droite qui correspondait à la longueur de la barre de gauche. La réponse, elle est évidente. On sait bien que c'est ni la A parce qu'elle est trop petite, ni la B parce qu'elle est trop grande. Donc on sait que c'est la C. Il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, tout l'enjeu des études de H était justement de pas se retrouver dans une situation où il y a de l'incertitude. Donc il n'y a pas d'incertitude. Et ben même dans ces contextes-là, les adultes, là on parle d'adultes, les adultes sont sensibles à l'information sociale, puisque quand il va y avoir des compères qui vont donner la mauvaise réponse, le protocole est un petit peu plus complexe, il y a une succession de conditions, etc. Mais quand les compères vont donner la mauvaise réponse, les adultes vont avoir tendance à donner cette mauvaise réponse. Pas tous, pas tout le temps, mais il y a un effet significatif de cet effet du contexte social. Les études qui ont été réalisées à la suite des travaux de H chez les adolescents et qui ont utilisé en fait des adaptations montrent que le conformisme social diminue à l'adolescence. Il est maximal chez les enfants. Les enfants se conforment beaucoup à la vie des autres. Il est minimal à l'adolescence. À l'âge de 17 ans, c'est là où ils avaient le moins de conformisme social. Avec un petit bémol, c'est qu'on n'avait pas la suite derrière. C'est que n'avait pas inclus d'adultes derrière. On avait 0% de conformisme social chez les adolescents, avec une interprétation en disant, bah oui, ça montre bien que les adolescents sont anticonformistes. Je nuance parce qu'ils n'ont pas reproduit exactement les résultats de H chez l'adulte, donc on voit pas si ça remonte derrière chez les adultes. Et c'est dans des situations où les adolescents sont sûrs d'eux. Ce qui est un cas quand même très particulier. Dans les situations où il y a de l'incertitude, on regarde exactement l'inverse. C'est-à-dire que on a pu montrer que les adolescents pouvaient avoir une hypersensibilité au contexte social, au contraire. En particulier dans les situations de prise de risque, ça, il y a vraiment une littérature convergente aujourd'hui qui montre que l'adolescence est une période très spécifique de sensibilité au contexte social. C'est très simple. En fait, on s'est rendu compte que quand ils étaient seuls en laboratoire à résoudre une tâche de prise de risque, là, la tâche de prise de risque, c'est juste, ils conduisent en fait une voiture et ils doivent décider quand le feu est orange, soit de passer, ils doivent aller le plus vite d'un point A à un point B, donc ils doivent aller très rapidement pour gagner des points. Ils peuvent griller les feux rouges, mais s'ils grillent les feux rouges, ils prennent le risque en fait d'avoir un accident et donc de perdre du temps. Et donc c'est comme ça qu'on modélise cette prise de risque chez les adolescents. Quand vous les mettez seuls, en fait, les adolescents, il y a pas plus de risques chez les adolescents que chez les jeunes adultes ou chez les adultes. C'est-à-dire qu'ils se comportent de la même manière. Là où vous allez faire émerger une vraie spécificité de l'adolescence, c'est lorsque vous allez les mettre dans un contexte social. Et là, en l'occurrence, c'est en présence de leurs camarades, de leurs pairs, PIRS du coup. Effectivement, là, il va y avoir une hypersensibilité des adolescents à ce contexte social qui va faire qu'ils vont se mettre à faire plus de choix risqués. Ils vont prendre des risques de manière exacerbée par rapport à la situation où ils sont seuls. Et c'est là où vous allez avoir cette spécificité à l'adolescence sur la prise de risque. Mais là où la neuroimagerie est intéressante, c'est qu'elle a essayé de regarder ce qui se passait dans le cerveau des adolescents lorsque justement ils étaient en contexte social
Qu'est-ce qui était spécifique? Est-ce que ça joue sur le contrôle ou est-ce que ça joue sur la sensibilité du réseau de la récompense? Et il se trouve que ça ne joue pas sur le contrôle, mais ça a une incidence sur le réseau de la récompense. L'interprétation des auteurs, et là il y a plus de discussions et de débats sur l'interprétation des auteurs, pas du tout, des auteurs, c'est que le contexte social stimule la sensibilité aux récompenses immédiates des adolescents. Il y a d'autres interprétations plutôt qui ont considéré que là aussi on était dans une forme de conformisme, et c'est juste que la représentation qu'ils ont de la norme sociale, de ce qui est valorisé par leur père, qu'est-ce que leurs pères attendent, PRS, qu'est-ce qu'ils attendent d'eux en termes de comportement, c'est effectivement la prise de risque. Donc c'est aussi une composante de ce qui va faire qu'ils vont obtenir une récompense sociale, une approbation en fait de leur groupe social, c'est de prendre des risques. Et cette deuxième interprétation, elle commence quand même à avoir beaucoup plus de substance que juste la stimulation du réseau de la récompense. Et il faut prendre en compte cette norme sociale parce qu'on observe des différences entre les garçons et les filles. Ce résultat-là, en fait, est particulièrement vrai chez les garçons, mais moins vrai chez les filles. Et on sait bien que la représentation de ce qui est valorisé en termes de conduite automobile chez les garçons n'est pas la même chose que ce qui est valorisé chez les filles. Et le deuxième élément, c'est que quand vous changez la personne qui regarde, vous avez là aussi une norme différente. Ils ont fait la même étude avec cette fois-ci, non pas leurs camarades, mais avec leur mère. C'était leur mère en l'occurrence. Et cette fois-ci, quand vous voyez ce qui se passe chez les mères, on a une diminution en fait des activations au niveau du striatum ventral, donc de la récompense associée à cette récompense immédiate, et on a une augmentation des régions impliquées dans le contrôle. Et là, ils prennent pas plus de risques, ils en prennent beaucoup moins. C'est-à-dire que en fonction de la personne qui est en train de les regarder, ils les regardent, hein, ils sont pas en train de dire tu dois faire quelque chose. Juste quand c'est la mère qui le regarde ou lorsque c'est leurs camarades, qu'ils les connaissent ou qu'ils connaissent pas, ça n'a pas d'incidence, c'est camarades du même âge. Ils ont des représentations différentes de ce qui est attendu en termes de comportement, même si c'est inconscient, il n'y a pas forcément besoin de se dire, mais ils ont une représentation différente qui les conduit à prendre plus de risques. Et donc, du coup, il y a une sensibilité des adolescents au contexte social qui peut être spécifique, ou en tout cas qui peut être particulière, mais elle est certainement particulière parce que les normes sociales et l'impact en vérité de ces normes sociales sur les adolescents sont différentes. Ce qui va être valorisé par le groupe de pairs n'est pas la même chose que ce qui va être valorisé par le groupe de pairs des adultes. Et donc, il faut se poser la question de cette valorisation des conduites à risque et pourquoi, dès lors que vous engagez dans une conduite à risque, vous allez avoir des retours positifs de ces choses-là, parce que c'est cette représentation qu'ils ont. Donc, il y a plein de travaux aujourd'hui qui s'intéressent davantage à cette norme sociale pour essayer de comprendre pourquoi. Mais cette norme sociale, elle a un impact direct sur les activations du réseau de la récompense. Et ça va dépendre de la représentation de la norme qu'ils ont. S'ils ont la représentation que leur groupe de pairs valorise plutôt de ne pas boire et de ne pas avoir de comportement à risque, ils vont avoir tendance à se conformer à cette norme. Donc, ce sont pas des moutons, et c'est juste que ils ont à cette période-là un groupe de camarades, de pairs, PRS, qui est très important. Et comme de plus en plus, ils vont moins prendre l'avis de leur mère ou des parents ou des adultes et investir davantage la sphère relationnelle amicale, effectivement, ils vont avoir tendance à avoir, dans certaines circonstances, davantage de conformisme social. Et c'est pour ça que quand on regarde même les statistiques de criminalité, ce sont des études américaines, on se rend compte que les adolescents ont tendance à être beaucoup plus en groupe lorsqu'ils commettent des actes de délinquance que quand ils sont seuls. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font tout le temps et qu'ils prennent complètement des risques, et ça veut pas dire qu'ils se conforment tout le temps. Il y a un enjeu éducatif à travailler sur ce conformisme social avec les adolescents. Il y a un enjeu, non pas à essayer de supprimer le conformisme social, parce que c'est impossible. Vous avez beau savoir beaucoup de choses et vous avez beau croire que vous êtes anticonformiste, vous ne l'êtes pas, puisque même si vous étiez anticonformiste, en fait, vous vous conformez à la norme des anticonformistes, donc vous ne pouvez pas échapper au conformisme social. Par contre, on peut travailler avec les adolescents sur comment on peut faire ce petit pas de côté pour déjà comprendre cette dynamique, avoir une vraie représentation explicite du fait qu'il existe ce conformisme social et détecter dans certaines situations où il ne faut pas se conformer. Il faut mieux éviter et
relativiser, là c'est de la régulation, les conséquences de l'anticonformisme. Quand vous vous conformez pas à votre groupe de camarades, la chose qui peut vous arriver, c'est l'exclusion, c'est de vous faire exclure de ce groupe. C'est pour ça qu'on cherche à se conformer beaucoup. Donc, si vous essayez d'éviter ce sentiment d'exclusion dont on sait que chez les adolescents, il est plus marqué, il est plus fort, effectivement, vous allez avoir tendance à vous conformer davantage. Mais faites attention, j'insiste, c'est pas parce que arrêtons de croire que les adolescents vont suivre bêtement tout ce que disent leurs camarades, c'est pas aussi vrai et nous ne sommes guère meilleurs. Donc, utilisons plutôt ce conformisme social de façon plus positive, en essayant justement de mettre en place des éléments éducatifs qui leur permettent de prendre conscience de ce conformisme social, qui peut être très bénéfique dans plein de situations. D'ailleurs, si on avait tous des normes pro-environnementales et qu'on était tous en train d'essayer de sauver la planète, se conformer à cette norme-là n'est pas, de mon point de vue, problématique. Mais essayons de leur doter d'une espèce d'esprit critique, de pouvoir faire ce petit pas de côté et de pouvoir identifier que parfois, vaut mieux éviter de se conformer à la norme, coûte que coûte, pour essayer d'éviter l'exclusion et prendre ce risque d'être exclu du groupe social. Ça permet aussi de relativiser l'impact que peut avoir le sentiment d'exclusion sur nous. Alors ça, c'est l'autre question du coup, parce que j'ai décrit des choses qui n'étaient pas toujours positives, hein. Il n'y a pas que du positif chez les adolescents. Est-ce que on n'aurait pas intérêt à écouter davantage les adolescents? Et ça, c'est un autre axe de recherche. Il se trouve que nous les écoutons pas beaucoup, nos adolescents, et que la plupart du temps, y compris quand ils veulent mettre en place des choses, on a plutôt tendance à essayer de leur dire ce qu'ils doivent faire que d'écouter ce que eux peuvent nous proposer. C'est le résultat en fait de tout un programme de recherche qu'on a eu sur la créativité que je vais pas pouvoir développer dans le détail aujourd'hui, mais ce qu'on propose, c'est un peu un changement de paradigme. L'enjeu est pas de faire en sorte que les adolescents ou les enfants aujourd'hui, même, parce que je dis des adolescents, mais ça peut être aussi les enfants, appliquent ce qu'on veut mettre en place, par exemple en termes de transition écologique. Ils n'ont pas à appliquer en fait les décisions que nous aurions prises, mais puissent être aussi acteurs de la façon de résoudre les problèmes. Parce qu'on va être très clair, en fait, il y a beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où nous n'avons pas en fait les solutions. Ces solutions, elles n'existent pas en fait. C'est pas on a à les piocher, elles sont quelque part, on a juste à les déterrer. Non, il va falloir les concevoir. Et donc, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait non pas donner des solutions aux adolescents, mais les aider à concevoir par eux-mêmes leurs propres solutions et les outiller d'un point de vue cognitif à cette conception innovante et à cette créativité pour qu'ils puissent derrière être acteurs derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on fait nous dans notre laboratoire, mais on fait plus largement à l'université parce qu'on a réussi à leur vendre que, y compris dans nos laboratoires, nous aurions besoin en fait de travailler sur des objets de recherche, non plus du laboratoire à l'école et aux adolescents, mais des adolescents jusqu'au laboratoire et comment, en travaillant avec eux, on peut faire de la co-conception en fait de recherche, y compris lorsqu'ils sont directement concernés. Donc, on travaille beaucoup plus avec les adolescents en leur donnant les outils pour penser, les outils pour réfléchir par eux-mêmes et proposer des solutions par eux-mêmes derrière. Pourquoi? Parce que on est persuadé de cette spécificité de la réactivité émotionnelle. Ça doit être, au contraire, d'un point de vue adaptatif, un moteur de l'exploration, mais aussi un moteur de l'engagement. C'est-à-dire que oui, ils sont hypersensibles à des inégalités sociales ou à des injustices sociales. Bah, c'est normal en fait d'être hypersensible à ces injustices sociales. C'est nous qui le voyons d'un point de vue méprisant en disant ils sont encore en train de manifester pour pas aller au lycée, pour pas aller au collège, pour pas aller faire autre chose. Mais en fait, c'est pas ça qu'on doit apprendre comme message. C'est oui, ils ont une hypersensibilité émotionnelle qui est peut-être liée à des spécificités de leur cerveau, et il se trouve que cette réactivité émotionnelle en plus non seulement elle est plus forte, mais elle dure plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire que nous avons un problème, c'est on a un phénomène d'extinction qui est naturel, mais qui est plus marqué chez les adultes que chez les adolescents. Donc, si je vous montre des images sur le réchauffement climatique, sur les conséquences des actions de l'homme sur la planète, vous allez avoir une réaction émotionnelle, peut-être de la culpabilité, peut-être de la colère, peut-être de c'est pas normal, il faudrait qu'on fasse quelque chose, peut-être vous allez avoir envie de passer à l'action. Et là, il y a deux choses, enfin même trois choses qui vont se produire et qui vont vous empêcher de le faire. Cette réactivité émotionnelle, elle va se diluer dans le temps. Donc, vous allez vous retrouver avec quelques heures après, bah, vous aurez moins de réactions émotionnelles, donc moins envie de changer. Vous allez mettre en place des mécanismes de coping.
vont dire, OK, en réalité, c'est pas à moi de changer, parce que vous êtes dans cet inconfort, c'est au gouvernement de changer. De toute façon, si nous, on change tous, bah, ça n'aura aucun impact, puisque nous ne représentons que 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il faudrait que la Chine fasse, il faudrait que tout le monde fasse. Il y a tout un tas de mécanismes de coping qui nous permettent de réguler, en fait, nos affects négatifs. Et ensuite, la troisième étape, c'est de toute façon, même si vous avez réussi à contrer tout ça, vous savez pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Bon, les adolescents, ils savent pas non plus quoi faire. Ça, c'est l'autre axe, c'est comment on fait pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, ils savent pas précisément quoi faire, ils vont manifester, mais si vous leur demandez de trouver des solutions à des problèmes écologiques, ils vont pas être meilleurs que vous, ou vous n'allez pas être meilleurs qu'eux. Par contre, ils ont une réactivité émotionnelle qui est plus intense, en particulier sur des injustices. Ils ont cette réactivité émotionnelle, elle va perdurer dans le temps et les mécanismes de coping sont pas super efficaces non plus. Donc, ça veut dire qu'on peut surfer en fait sur leur réaction émotionnelle par rapport à ce genre de choses pour l'utiliser non pas comme comment dire comme un élément négatif de l'adolescence, mais au contraire comme un élément de stimulation d'une volonté d'agir et de changer les choses. Non pas juste de se rebeller, mais en tout cas de dire ce n'est pas normal, nous devons faire quelque chose. Et ça, c'est une spécificité de l'adolescence qu'on peut documenter d'un point de vue neuro. C'est-à-dire que vraiment, cette réactivité émotionnelle, elle descend, elle diminue, alors que ce phénomène d'extinction, il est plus faible chez les adolescents. Il nous manque d'un point de vue de la démonstration expérimentale, parce que je vous donnais ça on l'a démontré dans des études sur en particulier sur le conditionnement. On n'a pas encore fait le lien entre véritablement cette spécificité de l'adolescence et sa capacité à vouloir s'engager. Ça, c'est une interprétation qu'on fait encore et qui mériterait davantage de travaux expérimentaux sur le sujet. Mais c'est une autre façon de voir l'adolescence comme une période sensible où, effectivement, ils vont avoir cette réactivité émotionnelle pour déclencher un engagement et pour pouvoir travailler avec eux. L'autre point qui va nous manquer, c'est comment on peut faire pour soutenir cette créativité chez les adolescents. Je vous l'ai dit, la créativité des adultes, c'est pas facile d'être créatif. La créativité des adultes et la créativité des adolescents, sont pas très différentes. Pour tout vous dire, on vient de faire une étude dont l'article est en cours de finition, où on montre, y compris sur des problèmes environnementaux, que quand on demande par exemple de faire en sorte de limiter le gaspillage alimentaire, ce qui est quand même quelque chose qui est hyper important. On gaspille quasiment un tiers de nos ressources. Il y a vraiment un enjeu très très fort sur le gaspillage alimentaire. À l'école aussi, hein, il suffit d'aller dans une cantine scolaire à la fin pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de gaspillage. Donc c'est vraiment, ou dans un supermarché, il y a vraiment un travail majeur à faire déjà sur le gaspillage. Et pour autant, quand vous leur demandez de trouver des solutions créatives à ce problème-là, les adultes, je ne sais pas comment le formuler, les adultes sont au niveau des enfants de CM1, CM2. Ils proposent à peu près les mêmes solutions que ce qu'on a retrouvé chez des enfants de CM1, CM2. Donc, quand je dis ils sont au niveau, c'est-à-dire que c'est pas tant que les enfants de CM1, CM2 sont très bons, c'est que les adultes sont aussi mauvais que vont l'être des enfants de CM1, CM2 et les adolescents sont pas meilleurs en soi. Ils sont pas meilleurs du tout sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce que on a des blocages cognitifs dès lors que vous essayez en fait de résoudre un problème de façon créative. Votre cerveau essaye de résoudre ce problème de façon non créative. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il va aller chercher par analogie tout ce qui est proche du problème que vous avez à résoudre et il va vous proposer assez rapidement des solutions. Et malheureusement, ces solutions sont rarement les solutions les plus créatives. Et vous allez avoir tendance à être fixé sur ces solutions et ne pas réussir à vous en extraire. Ça, on l'a montré sur plein de fois. Hein, sincèrement, sur ces travaux-là, par contre, on a un taux de réplication qui est, on l'a répliqué dans le monde entier. On l'a montré 50 fois. À chaque fois, en fait, qu'on propose ce problème-là, de faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne casse pas, qui est une petite tâche ludique hein, qu'on a utilisée, mais parce que elle a plusieurs avantages. Déjà, elle vous impose de résoudre un problème, ce qui est pas le cas de la plupart en fait des tâches de créativité. Donc là, vous avez besoin de résoudre un problème. Vous avez automatiquement plein de réponses qui vous viennent à l'esprit, ou en tout cas un ensemble de réponses qui vous viennent à l'esprit, tout en ayant a priori jamais réalisé cette expérience. Vous n'avez pas besoin d'avoir lancé un œuf de 10 mètres pour vous dire, OK, j'ai la possibilité de proposer des solutions.
Et donc, la plupart des solutions qu'on va proposer, c'est la dernière chose, c'est que elles vont se regrouper en trois catégories de solutions. Y compris quand on demande aux gens d'être créatifs, c'est vrai chez les enfants de CM1, CM2, avec une petite nuance, mais je reviendrai pas là-dessus. C'est vrai aussi, on a été chez des ingénieurs, chez des designers, chez des entrepreneurs. On l'a fait chez des top managers d'industrie française. Je dirais pas le nom de ces industries, mais autant ils sont très bons pour décider et pour résister à des biais cognitifs dans la décision, autant dès qu'on passe dans la génération d'idées et dans la conception, ils retombent au même niveau en fait que des enfants de CM1, CM2. Donc on est vraiment sur des choses où on n'est pas très bon dans notre capacité à proposer des idées originales. La plupart des solutions, mais peut-être vous en avez fait l'expérience à l'instant, mais d'habitude quand je suis dans la salle, j'essaye de vérifier que c'est bien le cas. La plupart des solutions consistent soit à ralentir la chute, là on va avoir toutes les solutions de type parachute, de type ballon, etc., soit à amortir la chute de type matelas, piscine, tapis de mousse, tapis de feuilles, j'en ai un que sais-je, soit de protéger l'œuf. Ça représente 80-90% des solutions qu'on va avoir, avec vraiment une vraie difficulté à sortir de ces trois types de solutions. Alors ces solutions marchent, hein, j'ai pas dit qu'elles marchaient pas, hein. J'ai pas dit qu'elles n'étaient pas valables, j'ai pas dit qu'elles n'étaient pas intéressantes. Et si vous les proposez, c'est précisément parce que votre cerveau va chercher dans votre mémoire, et par analogie, des situations proches, et que la plupart du temps, quand vous devez faire en sorte de protéger quelque chose de fragile, eh ben ça marche plutôt pas mal de le protéger ou d'amortir la chute ou de la ralentir. Ce sont des solutions qui fonctionnent bien. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est comment vous arrivez à sortir de ce cadre-là, en fait. Comment vous faites pour pouvoir sortir de ces réponses-là, et c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a plein de types de solutions, en fait, qui permettent de faire ça. Vous pouvez utiliser les propriétés naturelles des œufs parce qu'en réalité, l'œuf n'est pas quelque chose de fragile. C'est dans certaines conditions, il est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. On peut les changer, on peut le congeler, on peut le cuire. On peut faire aussi tout un tas d'autres choses avec l'œuf. On peut utiliser des dispositifs vivants, des aigles, etc. On peut jouer sur le problème lui-même, c'est-à-dire qu'on a des gens qui nous proposent, par exemple, c'est plutôt malin de le lancer d'une hauteur de 11 mètres. Ce qui fait qu'il va parcourir les 10 mètres sans se casser. Et c'est ça qui est bien avec les situations de conception, c'est qu'on peut jouer avec le problème lui-même et reformuler le problème comme on le veut. Je ne dis pas que ces solutions sont plus efficaces. On peut aussi changer l'environnement, on peut faire tout un tas de choses. Je ne dis pas que ces solutions sont les plus efficaces. Par contre, elles ont le mérite en fait d'explorer des connaissances différentes et des voies de solutions différentes que celles que la plupart des gens vont explorer. Et sur le gaspillage alimentaire, c'est exactement pareil. Nous allons avoir la possibilité d'aller explorer d'autres choses que les trois catégories de solutions ou les quatre catégories de solutions qui sont le plus données. Et en gros, ce qu'on nous dit le plus, c'est qu'il faut qu'à la cantine ce soit meilleur. Alors, ceci étant dit, je suis pas sûr que là on ait besoin vraiment de la créativité pour répondre à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à comment faire en sorte que la cantine soit meilleure. Comment vous dire? C'est un problème. Il n'y a pas une seule personne au collège ou au lycée avec qui je parle qui me dit pas à un moment donné que la cantine c'est pas bon. On a toujours ce truc-là qui revient. Alors peut-être il y a quelques exemples, etc., et qui font que les gamins en fait jettent leur nourriture. Il y a peut-être un moment donné, on va pouvoir travailler sur cette solution, y compris si elle n'est pas créative, hein, y compris si elle, peut-être qu'on peut travailler sur faire en sorte vraiment que ce soit meilleur. Maintenant, il y a d'autres formes d'action qu'on peut envisager, y compris des formes d'action collectives, et on passe souvent aux actions individuelles, très peu aux formes d'action collective. Pour vous illustrer des solutions aussi qui parfois peuvent arriver et qui sont un peu plus original, mais à ce stade-là de la créativité, ça ne nous dérange pas, au contraire. J'ai un de mes doctorants qui me disait, ah, mais regarde, il y en a un qui nous a proposé de voyager dans le temps. Elle est nulle sa réponse. Je dis, bah, non, c'est pas vrai. Au contraire, elle est hyper intéressante, cette réponse. Pour limiter le gaspillage alimentaire, il faudrait voyager dans le temps. Alors oui, on va pas voyager dans le temps. J'ai pas l'intention de construire une machine à voyager dans le temps. On va pas pouvoir le mettre en place. Par contre, ça m'interroge sur les connaissances que j'avais pas activées. C'était comment avant? Que faisaient nos grands-parents? Ce gaspillage alimentaire, est-ce qu'il était de même ampleur ou pas? Et quels étaient les outils et que faisaient nos grands-parents pour limiter ce gaspillage alimentaire? Et là, si vous allez chercher ces connaissances nouvelles, vous allez voir qu'il y a plein d'autres types de solutions qui vont pouvoir apparaître. Donc, y compris quand une solution, elle vous paraît farfelue, elle vous paraît folle, pas faisable, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle déclenche comme activation de connaissances
pour pouvoir ensuite aller explorer des solutions nouvelles. Et donc, on travaille beaucoup aujourd'hui avec les adolescents pour essayer de leur donner des outils justement pour penser ces situations de créativité. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a vraiment développé avec nos collègues de l'INRAE tout un tas de séquences pédagogiques où maintenant on essaye aussi d'aller jusqu'à la phase où ils choisissent des solutions à mettre en œuvre et on les accompagne dans la mise en œuvre de ces solutions dans leurs établissements scolaires. On le fait moins avec les adultes parce que c'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir des collectifs d'adultes captifs comme ça où on peut faire ces interventions et où ensuite ils peuvent déployer des solutions. Mais il y a un vrai enjeu à travailler avec les adolescents pour les aider et les soutenir dans leur démarche plutôt que pour les enfermer dans le fait que vous n'imaginez pas le nombre d'adolescents qui, quand ils vont dans leur famille et qu'ils disent, ah bah, je pense que ce serait important de faire attention à manger un peu moins de viande ou est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si on partait en avion ou pas et comment nous, adultes, souvent, on a tendance à balancer du mépris et à casser un petit peu cet élan-là. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire entre nous, adultes, notre représentation des adolescents et les soutenir dans leur démarche. J'arrive à la fin. Merci. Ouais, merci Mathieu. Je suis Oui, désolé, je Non, non, t'ai mais je dit que t'en prie. j'étais gardien du temps, mais j'ai échoué à mon rôle. C'était super intéressant et on avait, enfin, je dis on, mais j'avais du mal à t'arrêter puisque c'était vraiment intéressant. En tout cas, je pense qu'on peut continuer à découvrir tes travaux à travers, du coup, je le rappelle, ton livre. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Et je peux l'avoir quelque part. Hein, voilà. Mais j'étais pas loin, hein. J'étais pas loin d'une heure. Mais ouais, voilà, du coup, il reste plus beaucoup de temps pour les questions, malheureusement. Alors, il y en avait quand même quelques-unes. Euh, je sais pas, voilà, dans quelle mesure, Rebecca, on peut empiéter de quelques minutes encore. Une Oui, certainement de quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Ici dans la salle, les collègues et les étudiants ont beaucoup rigolé, donc tu pouvais pas l'entendre, mais je voulais te le partager quand même. Ça a été très apprécié. Et on peut prendre deux questions, je pense. C'est vrai que les retours sur Zoom, c'est compliqué. Hein. J'avoue, on n'a pas cette information sociale de comment des choses qui passent et des choses qui passent pas. Ouais. Et du coup, il y avait une question dans le chat qui me semblait intéressante. Est-ce que l'immaturité signifie un, incapacité à apprendre, deux, incapacité à réguler, ou trois, en cours d'apprentissage? Alors, c'est pas une incapacité, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont capables ils sont capables de se réguler, ils sont capables d'apprendre et ils sont capables, heureusement, parce que sinon ce serait compliqué. Donc, c'est pas une incapacité, quoi qu'il arrive. Une difficulté parfois. Sur la question de l'apprentissage, moi je me demande ce qu'on leur apprend vraiment en fait. Et c'est là aussi la difficulté, c'est que sur la régulation des émotions, en particulier au collège, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au primaire, hein, ça on le voit bien, et Rebecca le sait mieux que moi puisqu'elle œuvre beaucoup pour ça. Quand on arrive à l'adolescence, il y a beaucoup d'autres types d'émotions qui émergent et on fait beaucoup moins de travaux explicites sur comment les aider à réguler leurs émotions. Je vois très peu de gens qui essayent de faire des jeux de rôle, des mises en situation où on essaye d'expliciter ces choses-là. On a très peur des émotions des adolescents et du débordement. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu à travailler avec eux sur ces éléments-là. Pas pour qu'ils soient, et encore une fois, hein, le seul contexte où vous aurez besoin de masquer complètement vos émotions, c'est si vous jouez au poker. Hein. Sinon, masquer les émotions, ça sert pas. Non, c'est apprendre à vivre avec ces émotions. Apprendre à les comprendre, apprendre à les identifier, apprendre à les verbaliser, apprendre à les partager et aussi apprendre à les relativiser. C'est vraiment ces choses-là qui pour moi sont importantes. Donc, l'apprentissage est fondamental et aujourd'hui, en neurosciences, en tout cas, et on travaille pas suffisamment sur l'apprentissage parce que c'est compliqué les modèles d'apprentissage. On travaille beaucoup sur le contexte social a été vraiment tout le monde a voulu travailler sur le contexte social et son influence sur la prise de décision et les choix. Malheureusement, je pense qu'il y a à revenir sur des éléments un peu plus complexes pour comprendre l'adolescence. Je sais pas si j'ai complètement répondu à, à la question, mais Est-ce que Rebecca, dans la salle, il y a des questions? Il y a une question ici. Tu peux la poser près du micro.
J'aurais une question par rapport à comment, est-ce qu'on peut extrapoler ces résultats ou avec quelles pincettes peut-on les extrapoler pour des adultes qui auraient des troubles du neurodéveloppement ou alors des troubles du comportement alimentaire, là où on sait que il y a des dysfonctionnements du système de la récompense ou alors du système limbique, des inégalités du système limbique qui persistent à l'âge adulte. Alors, je vais à la fois répondre et à la fois botter en touche. Dans tous les cas, il y a des précautions à prendre entre ce qu'on observe dans une IRM et ce qu'on observe dans une classe. Ce qu'on observe dans un laboratoire et ce qu'on observe dans une classe. C'est-à-dire que vraiment, ou dans la vie de tous les jours, la vie de tous les jours a un ensemble de variables et de facteurs beaucoup plus complexes qui ont une incidence très très forte. C'est-à-dire, vous êtes dans une classe, vous avez de la soumission à l'autorité, vous avez de la comparaison sociale avec vos camarades, vous avez des différences en termes de niveau socio-économique qui ont aussi une incidence derrière sur les choses. Et donc, il n'y a pas juste les compétences cognitives ou les compétences émotionnelles quand vous êtes dans l'IRM dans une condition particulièrement contrôlée. C'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Donc, ce transfert entre les deux, c'est quelque chose qui est pas du tout évident et qui demande de prendre un petit peu des pincettes. Et surtout se rappeler qu'il y a des différences interindividuelles. C'est un cadre général, mais qui permet pas, de mon point de vue, vous pouvez pas dire, ah bah, tiens, j'ai un adolescent en face de moi, je sais que son amygdale est hyperactive, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Et prendre en compte quand même que l'adolescent, il peut avoir des spécificités émotionnelles et que sa réaction quand il est en face de vous est peut-être disproportionnée du fait, en partie, de ces choses-là, c'est important. En plus, on dit c'est pas moi, c'est mon cerveau. Encore une fois, si c'est leur cerveau. Leur cerveau, c'est eux. Je veux pas faire cette distinction, c'est pour ça qu'on avait mis la parenthèse, mais c'est pour dire il y a quand même des spécificités qui les drive vers quelque chose, mais ils ont quand même des capacités de contrôle et des capacités de régulation, etc. Donc, c'est pas leur cerveau qui décide de tout. Sur les troubles du neurodéveloppement, là, la réponse, elle est plus complexe à avoir. C'est-à-dire que je peux pas juste vous dire, ah bah, dans telle pathologie, on sait qu'il y a les réseaux de la récompense. Le réseau de la récompense, il est affecté dans tellement de situations que de derrière en tirer des conclusions, ça me paraît complexe. Je vous dis, le réseau de la récompense, on vous sourit, il s'active. Donc, bien sûr, il y a des perturbations du réseau de la récompense dans certains troubles du neurodéveloppement. Je ne suis pas un expert des troubles du neurodéveloppement, mais ça, il y a pas de doute. Après, ce qu'on peut en tirer véritablement comme conclusion, toujours avec des pincettes. Toujours avec des pincettes et toujours avec cette question quand même du transfert de ce qu'on sait d'une étude qui a été réalisée dans des conditions très particulières, avec des échantillons très particuliers et des éléments statistiques de moyenne, hein, et ce que vous allez avoir véritablement en face de vous. Il y a une question également sur Mathieu sur le coût affectif. Là, on était plutôt sur le côté cognitif, mais le coût affectif d'un désaccord avec un groupe voilà, si un ado a un esprit critique, est-ce que c'est faisable d'être en désaccord avec le groupe? Est-ce que c'est pas trop coûteux? Et est-ce que c'est suffisant de donner des stratégies explicites, du coup un peu cognitives, on va dire, pour pouvoir compenser ce coût affectif? Plus les adolescents auront des compétences psychosociales générales, de compréhension des émotions des autres, de leur propre régulation, de leur gestion de conflits et des différences, plus ils seront capables de comprendre ce que dit l'autre, moins vous avez en fait des effets d'exclusion sur la base d'un désaccord ou ce genre de choses. Et j'ai envie de dire, vous avez un ami un jour qui vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, vous n'allez pas le dégager immédiatement en fait. Vous acceptez l'idée que sur certaines choses, on puisse avoir des désaccords et qu'on arrive à y vivre. Ça fait partie des compétences psychosociales. C'est-à-dire d'accepter que l'autre peut penser différemment et pourtant que je peux avoir des affinités. Mais ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, c'est le travail de toute une vie, mais c'est un travail en particulier pour les adolescents de pouvoir accepter ça parce que sinon, ils ont quand même des fois tendance à être voilà, dès que vous partagez pas une caractéristique du groupe, directement on vous exclut. Et c'est cette peur-là en fait qui fait que un certain nombre d'individus vont essayer à tout prix en fait de pas se faire exclure. Donc ces conséquences affectives, elles sont très très fortes. Mais voilà, si vous êtes dans une démarche éducative globale où vous travaillez aussi sur l'exclusion, où vous travaillez aussi sur la prise en compte de cette exclusion et des raisons de cette exclusion et l'évitement de ces exclusions, etc., vous allez forcément avoir plus d'impact que simplement leur dire parfois il faut pas se conformer à ce que disent les autres, quoi. Ça, c'est certain.
Et c'est vraiment dans des cas particuliers, quoi. Mais on est convaincu que s'ils avaient une connaissance de leur propre fonctionnement, si on leur donnait cette connaissance-là, ça les aiderait à comprendre les dynamiques qui se jouent. Mais encore une fois, les adultes, on n'est pas parfait non plus, hein. Je... Donc oui, les conséquences affectives, parfois, elles peuvent être lourdes, hein. Elles peuvent être lourdes si vraiment vous êtes en rupture avec ce que dit le groupe, mais c'est peut-être que vous devez investir un autre groupe, en fait, hein, et que vous êtes différent. Mais ça, c'est vrai aussi chez les adultes, hein. C'est à un moment donné, si vous partagez plus rien en termes de valeurs, on parle pas beaucoup de valeurs avec les adolescents. C'est important de partager des valeurs. Vous créez vos groupes sociaux de façon implicite parce que vous partagez un ensemble de valeurs. Et bah, peut-être qu'on peut aussi expliciter ces valeurs à un moment donné. C'est quoi ces valeurs? Bon, bah, dès lors que vous avez des valeurs qui sont la solidarité, le respect de l'autre ou ce genre de choses et que vous pouvez y mettre des mots et essayer de comprendre pourquoi ça peut structurer des groupes nouveaux. L'esprit critique, malheureusement, on le stimule pas non plus suffisamment chez les adolescents. Donc ça, c'est un autre, enfin chez les adultes non plus, hein. Quand je vois les dernières études sur le conspirationnisme chez les adultes, je vous assure que on le stimule pas beaucoup. Donc mais c'est pas évident. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, même si j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les biais cognitifs. Résister aux arguments conspirationnisme, ça demande une autre type d'expérience. Ça demande pas que ça. Ça s'apprend aussi. Tout s'apprend et tout doit s'apprendre. Mais si on le faisait de manière explicite, ce serait mieux. Bien. Eh ben merci encore Mathieu pour ton intervention. Je pense qu'il y a plu à beaucoup sur le chat. On a pas mal de personnes qui ont remercié, qui ont posé des questions. Je profite juste pour conclure du coup ce cycle de conférences, enfin ce cycle, non, cette conférence, le cycle justement continue, donc saison 10. La prochaine, c'est le 28 novembre 2024, qui se fera à distance, accueillir les émotions de l'enfant, qui est une conférence donnée par Héloïse Junier, liée à la recherche et le bien-être en société. Donc voilà pour la prochaine conférence. Top, Héloïse. Alors, je dis pas ça parce qu'elle vient de mon master et qu'on était avec Rebecca dans sa soutenance, mais aussi parce que en ce moment, elle est quand même en première ligne sur des éléments, sur des éléments très sensibles d'éducation positive et c'est vraiment hyper intéressant cette conférence. Enfin, vous allez vous régaler. Bon, mais super, ça. Je pense que du coup, le message passe encore mieux avec cette petite promotion. Eh ben, merci à vous et bonne fin de journée et bonne suite de formation. Merci également. Donc, je remercie encore l'équipe de la MSA et pour l'assistance technique. Et puis, vous retrouverez cette conférence du coup en vidéo sur le site de la MSH et sur le petit encart des conférences Feel Good. Voilà, bonne fin de journée à tous, à toutes, bon après-midi et à la prochaine conférence. Au revoir.